démarrer. Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? C'est bon pour tout le monde? Alors, Bonjour. Oui, dans le bienvenue. chat, n'hésitez pas à dire si vous nous entendez bien, s'il y a des petits soucis avant qu'on commence. Ça a l'air d'aller. N'hésitez pas à Bonjour nous à dire tous. aussi d'où vous venez. Oui, Jenny, bonjour à tous, tout à fait. Et n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, de quelle région. C'est toujours sympathique de savoir de quel horizon vous venez pour savoir aussi au niveau de nos statistiques. C'est toujours intéressant de savoir d'où vous venez. Donc, du coup, aujourd'hui, on se rencontre dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, j'espère que vous voyez bien le PowerPoint. Donc, ça dure en fait 15 jours. C'est du 6 au 17 octobre. Et bien sûr, après, je laisserai Gabriel et Jenny se présenter. Donc, déjà, au niveau comment ça va se passer? Vous avez la possibilité donc de poser vos questions via le chat. Et en fait, vous pouvez donc poser vos questions au fur et à mesure. On s'efforcera donc d'y répondre. On va essayer de répondre à toutes les questions parce que je sais qu'à mon avis, il y en aura peut-être beaucoup. Donc, on va faire au mieux. Mais le mieux, c'est d'y répondre au compte-gouttes. Ensuite, les semaines de l'évolution professionnelle. Sachez comment ça se passe. Donc, c'est du lundi 6 au vendredi 17 octobre. C'est l'APEC et Avenir Active qui sont opérateurs du Conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et indépendants qui organisent cet événement en association avec les partenaires régionaux et nationaux. Donc, cet événement est 100% digital. Il est gratuit et accessible à tous. Et donc, comme son nom l'indique, c'est l'évolution professionnelle qui est mise en avant avec un programme de 75 webinaires thématiques. Donc, on est ravis d'être avec vous pour cette heure. Donc, moi, je me présente, je suis Diane Stéphane, je suis chargée de mission partenariat CEP Île-de-France au sein d'Avenir Actif. Et donc, mon rôle est de promouvoir le dispositif d'accompagnement du CEP auprès d'un public salarié et indépendant. Donc, on en parlera au cours de ce webinaire. Et je vais laisser la parole à Jenny. Alors moi, je suis Jenny Diakouma, chargée de projets territoriaux à l'OPCO Santé, donc opérateur de compétences. Donc moi, je suis en relation directement avec Diane Stéphane dans le cadre de notre partenariat avec Avenir Actif. Merci, Jenny. Et puis, on va demander aussi à Gabriel, qui est avec nous, de se présenter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Gabriel Dauvergne, interlocuteur des OPCO et des branches pour Transition Pro Île-de-France, qui est l'ex-FONGECIF. Peut-être ça parlera plus à certains. Et j'en profite, je vois que Mathilde n'a pas de son. Mathilde, je vous invite à peut-être relancer la page parce que les autres participants, ça a l'air d'aller. Voilà. Et ravi d'être parmi vous avec Diane et Jenny pour ce webinaire. Merci, Gabriel. Donc, sans plus attendre, on va aborder les métiers de la santé. Aujourd'hui, c'est vraiment le focus sur la santé et comment se reconvertir. Et donc, je vais laisser la parole à Jenny qui va pouvoir aborder justement les principaux établissements du secteur de la santé sociale et médico-sociale. Oui. Est-ce que tu vois bien les slides, Jenny? Oui, merci Diane. Super. Alors, l'OPCO Santé, pour vous donner un contexte de son périmètre d'expertise. Donc, nous, l'OPCO Santé, on a un opérateur de compétences. Donc, on est vraiment sur des sujets en fait qui tournent autour de l'emploi et de la formation, notamment sur le secteur donc associatif, sanitaire, social et médico-social. Également aussi dans toute la partie soins, donc qui concerne donc tous les établissements en lien avec l'hospitalisation privée
le thermalisme et le service de santé au travail inter-entreprise. Donc, ce sera souvent des médecines du travail. Donc pour en revenir donc à cette thématique, le secteur de la santé est vraiment en forte naissance. Le secteur souhaite en tout cas être attractif parce que le contexte en fait de ce domaine d'activité porte vraiment sur le vieillissement de la population. Donc, il y a une dépendance accrue. On rencontre aussi de fortes tensions sur le recrutement. Pour vous donner une idée, dans quelques années, on aura plus de 370 000 postes à pourvoir d'ici 2030. Actuellement, on a au moins 72 000 postes non pourvus. Donc, l'attractivité devient un enjeu assez stratégique pour le secteur privé de la santé, de par sa difficulté justement à recruter, parce que voilà, on a souvent des offres qu'on a constatées avec un manque d'attractivité qui représente un frein majeur. Et les métiers les plus touchés concernent souvent les métiers d'aide-soignant, avec plus de 15 000 postes à pourvoir et qui ne sont pas pourvus justement, et les postes d'infirmiers rencontrant également la même difficulté. On peut passer à la slide suivante, Diane. Oui, pas de souci. Merci, Jenny. Merci. Vraiment, l'idée aussi, c'est vraiment de vous donner aussi envie de rejoindre le secteur de la santé. Donc, ce sont souvent des métiers de proximité, donc non délocalisables. On recrute très souvent en CDI à temps plein. Il y a aussi c'est aussi des métiers d'évolution justement avec autant d'opportunités. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une stabilité d'emploi aussi. Vous pouvez aussi l'exercer partout en France. On a des établissements, on a vraiment beaucoup de structures sur le territoire français. Les formations pour accéder à des métiers comme aide-soignant, infirmier sont aussi accessibles en alternance dans le cadre de votre reconversion. Donc, mes collègues pourront mieux détailler les différents dispositifs disponibles. Donc, on va avoir des métiers comme infirmier, comme vous pouvez le voir donc, sur la slide indiquée, aide-soignant, éducateur spécialisé. Donc, je peux vous donner une idée sur les formations que vous pourrez justement prétendre si vous souhaitez vous orienter vers ces métiers en santé. Donc, aide-soignant, c'est accessible en ayant en fait un diplôme d'État. Donc, c'est une formation qui dure 1 année. Formation obligatoire pour exercer. On a aussi le poste d'agent de service hospitalier. Donc, là, par contre, c'est un peu plus lent. On va avoir 2 ans pour préparer un CAP, 3 ans vers un bac professionnel. Et ensuite, vous pourrez démarrer. Donc, toutes ces formations se font en alternance. Donc, vous avez une partie théorique et pratique au sein des structures rattachées. On a aussi master kiné pour ceux qui veulent avoir aussi un diplôme Bac+5. Donc, c'est en 5 ans. Donc, il y a juste 1 année de préparation au diplôme d'État. Et ensuite, vous avez les 5 années justement en déploiement. Et le poste d'infirmier. Donc, si vous avez déjà une formation d'aide-soignant, vous pouvez rentrer directement en 2e année, sachant que c'est une formation qui dure 3 ans et diplôme d'État toujours. Donc, il faut savoir que le secteur de la santé est assez réglementé. Donc, c'est très souvent des formations diplômées d'État. Donc, c'est une obligation en tout cas pour exercer. Après, en tant qu'infirmier, vous pouvez aussi avoir des spécificités et des spécialisations. On peut passer à la slide suivante. Juste avant qu'on passe, il y a pas mal de questions, je me permets. Oui. Alors, déjà, on nous demande si on pourrait avoir le support et le replay.
Le replay, la réponse a été donnée à partir du 17 octobre. Le support, Diane, tu me confirmes qu'il sera accessible? Pour l'instant, c'est vrai que moi, j'ai noté que le replay, vu que vous allez avoir accès au support dans le replay. Donc, j'ai pas noté le support. Mais je pense que normalement, il devrait se greffer avec. Oui, oui. C'était la première question. Ensuite, nous avons quelles sont les possibilités actuelles pour faire gagner en attractivité les métiers de la santé? Ça, c'est un vaste sujet. Jenny, je ne sais pas si tu as une réponse. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Quelles sont les possibilités actuelles pour faire gagner en attractivité les métiers de la santé? Alors là, à chaud, je n'ai pas la réponse, mais vous aurez justement une palette de liens utiles vers les outils en fait que l'Opco-Santé propose pour accompagner les entreprises justement autour de l'attractivité via son offre de service. Donc je vous mettrai, enfin dans le support, il y aura le lien de l'Opco-Santé où vous pourrez justement vous outiller sur ces sujets. Et, nous, alors, pour notre part, et sans trop développer, on le verra ensuite, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de salons professionnels, soit pour les personnes en reconversion, soit pour les étudiants, où l'Opco-Santé est présent et donne à voir sur ces métiers. Aussi des facilités de mise en place par l'Opco-Santé sur des financements, sur des formations. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faites. Alors, il y a beaucoup de besoins sur le territoire et même sur l'Hexagone de manière générale, mais il y a quand même beaucoup de choses mises en place par l'Opco-Santé. Tout à fait. Il peut y avoir des rencontres. Merci, Gabriel. Et après, alors il y a beaucoup de questions, je ne sais pas si on va pouvoir répondre à tout. Il y a Philippe qui nous demande, sur les postes non pourvus, y a-t-il des postes à pourvoir côté plus administratif et particulièrement entre les postes de technicien d'information médicale? Alors ça, c'est assez spécifique et j'imagine que ça dépend des territoires, Philippe, mais je ne sais pas si Jenny... Oui, on a aussi des fonctions justement, oui, fonctions support au sein du secteur également. Là, on vous a vraiment présenté des métiers phares en fait, voilà, ayant justement le maximum de postes à pourvoir. Mais effectivement, oui, on a aussi des offres au niveau de la branche en fait qui tournent autour des fonctions support aussi. Alors ensuite, il y a pas mal de questions sur les financements. On va pouvoir vous apporter des réponses au cours de la présentation. Donc, juste après, tout à fait. Oui, je pense qu'on peut avancer parce que sinon, c'est sur les financements et sur les besoins spécifiques en fonction des secteurs. On va aborder les points, pas forcément pouvoir répondre à tout, mais on va essayer de traiter le plus de points possible. Absolument. On va continuer du coup avec la prochaine slide. Merci Diane. Oui, comme je l'ai lancé tout à l'heure, justement, vous aurez des fiches emploi. Donc voilà, on vous enverra justement le support où vous pourrez en fait vous rendre sur le site internet Diplômés de la vie, qui permet justement de vous informer sur différents métiers, fonctions support, métiers du soin, par exemple. Donc, on a fait en fait une campagne de communication avec une ambition derrière justement pour vous aider à mieux comprendre les métiers du secteur de la santé et donner en fait de la visibilité aussi à ce secteur. Donc, vous avez diplômé de la vie, comment rejoindre justement notre secteur avec des fiches explicatives, décrivant le salaire, les diplômes associés. Vous aurez aussi sur notre page YouTube des témoignages en fait de personnes ayant bénéficié d'une reconversion, d'une formation en alternant. Donc, ça peut aussi donner une bonne visibilité pour aussi justement connaître les métiers. Super. Du coup. C'est mon tour. En entame, alors, nous, ça va être une présentation parmi les participants. J'imagine qu'il y a
différents profils. Là, on va parler de reconversion. Donc voilà, si certains parmi vous sont déjà en activité et envisagent de se reconvertir vers les métiers de la santé, ça va être une partie qui peut être intéressante. Alors, simplement, rapidement, avant de rentrer dans le détail, Transition Pro, qui nous sommes, comme je vous l'ai dit, nous sommes l'ex-FONGECIF, donc structure paritaire, qui déploie des dispositifs de droit commun qui vont vous permettre de vous reconvertir vers des nouveaux métiers. Les chiffres que je vous présente là, ce sont ceux de l'Île-de-France. Il faut savoir que les associations Transition Pro sont présentes sur tout l'Hexagone et aussi sur les territoires outre-mer. Vous avez un Transition Pro dans chaque région. Donc, on a vu tout à l'heure, il y avait des personnes de Bretagne, j'ai vu de Besançon. Il faudra vous tourner vers le Transition Pro de votre région. Mais ce que je vais vous décrire là, les dispositifs sont les mêmes d'une région à l'autre. En quelques chiffres, très rapidement, en Île-de-France, c'est plus de 5000 dossiers financés. C'est 152 millions de budget, 85 collaborateurs, et si on prend les CDD, on est une centaine. Comme je vous le disais, une association Transition Pro dans chaque région et un organisme tête de réseau qui a pour rôle de coordonner et les différentes actions. Si jamais il y a des conventions avec des acteurs, comme c'est le cas avec l'OPCO Santé, on a une convention qui nous permet de réaliser des actions de communication communes, s'il y a des facilités de financement dans certains cas. Voilà, c'est le rôle de Certif Pro, qui est l'organe de coordination des associations Transition Pro, que de gérer ce genre de problématique. On peut passer à la slide suivante. De quoi on va parler aujourd'hui? Transition Pro déploie différents dispositifs. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur notre dispositif principal, qui est le projet de transition professionnelle, l'ex-CIF. Peut-être ça parle plus à certains, le congé individuel de formation. Ce dispositif, qu'est-ce qu'il permet? Très simplement, il va permettre à une personne de faire financer une formation diplômante, dans un organisme Calliope et éligible au CPF. Ça, c'est le cadre, l'obligation. Cette formation, elle doit être dans une perspective de changement de métier. C'est-à-dire que j'ai un métier aujourd'hui, ce métier, il est rattaché à un code ROM. Je vais me former pour changer de métier, pour aller vers un nouveau métier, vers un nouveau code ROM. Pourquoi j'insiste sur la notion de code ROM? Parce que ça peut être un changement drastique. Ça peut être un 180 degrés, ça peut être parfois le cliché qu'on a du journaliste qui devient ébéniste ou l'inverse. Mais ça peut aussi être une évolution dans un secteur. Je suis aide-soignant, j'ai envie de devenir infirmier, c'est tout à fait éligible au projet de transition professionnelle. Donc là, je ne sais pas si parmi les participants, certains sont peut-être déjà dans le secteur de la santé, mais ça peut être une solution, ça peut être un cheminement d'évolution, mobiliser le projet de transition professionnelle pour changer de métier. Au-delà de financer les coûts de la formation, le projet de transition professionnelle, son gros point fort, c'est qu'il va maintenir votre rémunération. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un congé mat. Pendant toute la durée de votre formation, vous allez continuer à percevoir votre salaire, vous allez continuer à cotiser pour la retraite, pour le chômage. Concrètement, votre activité, ça va devenir me former. Alors, avant de passer à la slide suivante, je vois qu'il y a des questions. Les métiers d'assistant médical est-il porteur? Le PTP est-il possible pour une formation de 3 ans? Alors, Caroline, le métier d'assistant médical est-il porteur? Vous avez sur chaque transition pro régionaux un espace qui va, c'est un fichier Excel, enfin en Île-de-France, c'est un fichier Excel, et en fait, on le met à jour chaque année, et la liste des métiers porteurs, alors ce n'est pas que les métiers en tension, hein, c'est aussi des métiers avec des perspectives d'emploi futures, est mis à jour et va octroyer, on le verra ensuite, des points de priorité qui sont importants pour les dossiers. En fonction de votre territoire, je ne peux pas vous répondre. Ça va dépendre du territoire. Mais je vous invite à aller sur le Transition Pro de votre région et consulter cette liste, Caroline. Cécile, le PTP est-il possible pour une formation de 3 ans? Oui. D'une région à l'autre, ça peut être différent. En Île-de-France, c'est possible. Par contre, simplement, qui dit formation de 3 ans dit maintien de la rémunération sur 3 ans. Si jamais vous suivez votre formation sur temps de travail, tout de suite, ça va faire un dossier très cher. Donc, pour les dossiers, par exemple, un DE infirmier, c'est 150 000 €. Transition Pro
financer tout seul un dossier à 150 000 euros, ça peut arriver, mais ce n'est pas facile. Donc là, ça va aussi être des scénarios où il va falloir aussi peut-être mobiliser l'employeur et essayer de le faire participer au financement parce qu'effectivement, c'est des dossiers très chers. On m'a fait PTP un an de financement, sauf infirmier, est-ce vrai? Gwendoline, en fait, ça va dépendre des territoires. Malheureusement, peut-être qu'il peut y avoir des divergences d'un territoire à l'autre. Je n'ai pas la connaissance des pratiques de tous les transitions pro-régionaux. Moi, je peux vous dire qu'en Île-de-France, il n'y a pas de règle qui bloque. Simplement, un long dossier égale un dossier cher. Donc, nous, on essaye de réunir les différents financeurs potentiels pour mutualiser les ressources et pouvoir financer, parce qu'on sait qu'il y a des gros besoins, notamment en termes d'infirmiers sur le territoire. Par contre, comme je l'ai dit, 150 000 euros, en fait, concrètement, c'est soit 5 dossiers d'un côté, soit un dossier infirmier. Donc, sans mutualisation de ressources, c'est difficile. Est-ce éligible aux demandeurs d'emploi? Peggy, non. Les dispositifs de transition pro s'adressent aux salariés du privé, CDI, CDD, intérimaire, intermittent du spectacle, mais il faut être sous contrat de travail. Maintien du salaire sur quelle durée? On va le voir. On va peut-être avancer parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Oui. Ai-je bien compris, se reconvertir en infirmier de 3 ans, c'est 150 000 euros, mais Elissa, avec le maintien de la rémunération, le coût moyen d'un DE infirmier, c'est 150 000 euros. En 3 ans de maintien de salaire chargé, plus les coûts de formation, on est sur cet ordre de grandeur, Mélissa. Donc, c'est des dossiers très chers. Mais pour autant, on en finance beaucoup. Hein. On en finance, mais c'est des dossiers très chers. Les conditions d'accès au BTP, ça me permet de répondre à la question précédente. Effectivement, en fonction du statut de la personne, ça va diverger. Si je suis en CDI, ce qu'on va demander, c'est 2 ans d'activité sur l'ensemble de sa carrière, plus 12 mois dans son entreprise actuelle. Si je respecte ces 2 conditions, je vais pouvoir faire une demande à mon employeur de congé formation. Donc, c'est-à-dire, je vais l'informer que j'ai un projet de formation et je vais lui demander son accord. Concrètement, l'employeur ne peut pas refuser cette demande. Ce qu'il peut faire, c'est vous demander de repousser votre projet sur une temporalité maximale de 9 mois parce que votre absence serait préjudiciable pour l'activité de l'entreprise. Je m'explique. Si vous avez un poste qui est très stratégique, vous êtes la seule personne de votre structure à effectuer les missions que vous effectuez, à remplir les missions que vous effectuez, si l'employeur n'a pas la possibilité d'anticiper votre départ, ça peut être préjudiciable. Donc, il aura la possibilité de vous demander de revoir à plus tard votre projet sur une temporalité maximale de 9 mois. Mais il n'y a pas de refus possible. Et si au bout de 9 mois, vous rééditez la demande, là, l'employeur est obligé d'y accéder. Simplement, voilà, il peut avoir un délai maximal de 9 mois pour un peu assurer ses arrières. Le dépôt de dossier doit se faire au plus tard 3 mois avant le début de la formation. On va le voir très rapidement ensuite, mais un dossier déposé chez Transition Pro, il va suivre différentes étapes. D'abord, on va s'assurer que vous remplissez les conditions. Ensuite, il va passer à l'analyse. Donc, on va venir un peu détailler tous les éléments que vous avez joints dans votre dossier. Et après, il va passer en commission paritaire interprofessionnelle. Donc, ce sont des commissions où siègent des commissaires, collège employeur, collège salarié. Et il va y avoir des arbitrages sur le financement ou non des dossiers, sachant que ça peut varier, mais par exemple, en Île-de-France, on est sur un taux d'accord à peu près de l'ordre des 56-57%. Pour les salariés en CDD, vous aurez le support, je ne vais pas détailler là, mais c'est à peu près les mêmes idées. On peut passer à la slide suivante, je réponds à 2-3 questions. Pour les demandeurs d'emploi, il faut s'adresser à France Travail. Effectivement, Charline, il y a possiblement des financements de France Travail pour les formations. Vous acceptez tous les dossiers dans ce domaine. À partir du moment, Blandine, pardon, à partir du moment où un dossier remplit les conditions, c'est-à-dire que c'est un changement de métier, c'est une formation qui est diplômante dans un organisme Calliope et éligible au CPF, le cadre du projet de transition professionnelle est respecté. Après, ce n'est pas parce qu'on accepte les dossiers sont recevables, ce n'est pas pour autant qu'ils sont tous acceptés. On peut démarrer le PTP en arrêt maladie en CDI avec son employeur ou faut-il stopper l'arrêt maladie pour enclencher le PTP? Ça, Gwendoline, je vous invite à prendre contact avec votre transition pro. Ces questions-là, malheureusement, je ne veux pas vous dire de bêtises. Il me semble qu'il faut arrêter l'arrêt, mais il faut faire valider aussi avec une instance que l'état de santé de la personne est conciliable avec le suivi d'une formation.
Donc ça, je vous invite quand même avant toute chose à prendre attache avec votre transition pro de région pour vous assurer des démarches. Peut-on faire une demande de transition pro en étant en arrêt maladie? Sandrine, la même chose. Les aides de financement sont-elles possibles si un salarié dans le secteur public? Alors, pour le secteur public, ça va dépendre. Il faut que votre entreprise contribue à la CUFPA. Donc, ça, il faut voir si jamais votre entreprise paye la CUFPA ou pas. Si ce n'est pas le cas, non, les salariés du secteur public ne sont pas éligibles. J'ai cru comprendre que les dossiers de cadre n'étaient pas les plus favorisés au regard de ce que vous avez dit tout à l'heure. J'en déduis que c'est du fait du maintien du salaire, ce que coûte cher dans votre expérience. Vous avez beaucoup de dossiers de cadre qui sont acceptés. Ça va dépendre, Mélissa, mais effectivement, votre intuition est plutôt bonne. On le verra, il y a des critères de priorité. Le critère le plus impactant, en fait, chaque dossier se voit attribuer une note sur 20. On le verra ensuite, et le critère le plus impactant est le critère numéro 1 qui nous dit qu'un salarié ou un ouvrier de niveau 3 ou infra a 5 points de priorité d'office. Pour autant, en Ile-de-France, on est un territoire avec un niveau de qualif plus élevé que la moyenne hexagonale. On a beaucoup de dossiers de cadres qui sont financés, mais effectivement, une rémunération élevée a des implications sur le plus de dossiers. Donc, typiquement, Mélissa, si jamais c'est pour des projets, par exemple, de mobilité interne, c'est tout à fait possible. Enfin, il faut aussi solliciter l'employeur, voir s'il peut contribuer, participer, cofinancer le dossier, parce qu'un dossier cofinancé est un dossier moins cher et un dossier qui a plus de chances d'être accepté. Donc, c'est oui et non. On finance des dossiers cadres, mais effectivement, ils sont plus chers. Donc, il faut essayer soit d'aller gratter des points, soit voir s'il y a la possibilité de faire cofinancer le dossier, sachant, et je ne l'ai pas dit avant, pour l'instant, peut-être que ça évoluera ensuite. Il y a un accord national interprofessionnel et une nouvelle loi qui va être mise en place. Mais à date, le solde de CPF de la personne qui dépose un dossier chez Transition Pro et se voit son dossier accepté est réduit à 0. Néanmoins, ça n'a pas d'effet sur le coût du dossier. Simplement, votre solde sera remis à 0. Mais pour nous, il n'y a pas de transfert d'argent de la Caisse des dépôts vers Transition Pro. Donc, ce n'est pas parce que vous arrivez avec un gros solde de CPF que le dossier a plus de chances d'être accepté, parce que ça n'a pas d'impact. Donc, même moi, je vous invite, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez du solde de CPF et la perspective de déposer un dossier, c'est mobiliser votre solde de CPF, suivez des formations qui peuvent être complémentaires à votre projet de reconversion ou des cours de langue, X choses. Valorisez-le dans la description de votre projet parce que de toute façon, ce solde il va être réduit à 0, donc l'argent il sera perdu. Y a-t-il toujours des points de priorité? Je vais avancer un peu. Je suis désolé, il y a beaucoup de questions. Alors, les conditions de prise en charge, on va être sur, si jamais la formation est de 30 heures ou plus semaine, on va être sur un taux plein, pardon. Si on est en deçà des 30 heures, ça va être un taux partiel, donc ça va être au prorata des heures suivies en formation. Il y a des plafonds pour les coûts pédagogiques, un double plafond, 18 000 € pour le coût global de la formation et 27,45 de l'heure. Si jamais votre formation n'excède pas les 18 000 € mais qu'elle a un taux horaire extrêmement élevé, ça ne veut pas dire que la formation sera inéligible, simplement l'excédent sera à votre charge. Demain, je ne sais pas, par exemple, c'est le cas des formations de pilotes qui ont des coûts horaires extrêmement élevés. Vous pouvez tout à fait déposer un dossier chez Transition Pro. S'il a accepté, il n'y aura pas de souci. Simplement, on va vous demander comment vous comptez financer l'excédent. Je ne sais pas si le coût horaire de la formation est à 30 €, il y a 2,55 € par heure à mettre par-dessus. Donc, il faudra simplement anticiper à avoir des solutions de financement. La rémunération est prise en charge à 100% si le salaire n'excède pas 2 fois le SMIC. S'il excède 2 fois le SMIC, on sera sur 90% de prise en charge. Et il y a des frais annexes. En Ile-de-France, c'est le pass Navigo. En région, ça peut être des frais kilométriques. Donc, si la formation coûte plus de 5 000 €, le PTP prend tout en charge. Alors, ça va dépendre, encore une fois, du coût horaire de la formation. 5 000 €, on ne dépasse pas le plafond de 18 000 €, ça c'est sûr, ça ira. Par contre, si votre formation, elle est à 5 000 € en tout, mais sur 10 heures, on est sur du 500 € de l'heure. Donc là, il y aura beaucoup d'excédents. Il faut faire attention à ça. Certaines formations ne sont pas forcément très chères, mais ont un nombre d'heures très restreint, ce qui fait que le coût horaire est très élevé. Quand on est indépendant, doit-on prendre le contact avec le FAF? Je suis désolé, Soraya, je n'ai pas cette information. Y a-t-il toujours des points de priorité de dossier RQTH, faible niveau d'études? Charline, oui, il y a des points pour les faibles niveaux d'études. RQTH, ça n'octroie pas de points. Par contre, une personne RQTH, les conditions qu'on a vues tout à l'heure sur les 2 ans d'ancienneté
et les 12 mois dans son entreprise actuelle, une personne RQTH est exemptée de ces conditions-là. Il n'y a pas de condition d'ancienneté. Par contre, en termes de points, peut-être d'une région à l'autre, ça peut changer parce qu'en fait, il y a une convention avec l'AGFIP qui cofinance automatiquement les dossiers des personnes RQTH. Du moins, c'était le cas. En Ile-de-France, cette année, ça ne l'était plus. Ça le redeviendra peut-être, on l'espère. Peut-être qu'en région, c'est le cas. Donc, effectivement, si jamais il y a un cofinancement, il y a des points de priorité octroyés. Mais ça va dépendre de votre géographie. Très rapidement, mais de toute façon, vous aurez la slide. Moi, je voulais insister là-dessus. Le projet de transition professionnelle et le PTP, quand vous le déposez, il faut le voir comme le dernier maillon de la chaîne de votre reconversion. C'est la dernière étape en amont, l'élaboration du projet, la structuration du projet, où j'en suis à date, quelles sont mes compétences, vers quel métier je veux aller et comment je veux m'y rendre. Tous ces éléments-là, ce n'est pas obligatoire, mais on vous invite grandement à le faire avec un conseiller en évolution professionnelle. Ce sont des professionnels dont le métier est de vous accompagner et le rôle est de vous aider à construire, à élaborer tout votre projet de reconversion en réalisant des enquêtes métiers, en faisant des périodes d'immersion en entreprise. Le PTP, ce n'est pas une demande de financement, c'est vraiment comme un appel à projet. Plus on va étoffer son dossier, plus on va construire la chose, réfléchir la chose, plus on va donner d'éléments chargés d'analyse, plus facilement il pourra être défendu en commission et plus il a de chances d'être financé. Donc vraiment, voyez-le comme la dernière étape, il y a tout un tas d'étapes avant et la première, c'est l'accompagnement avec un conseiller en évolution professionnelle. La GFIP n'a plus de fonds de financement en Hauts-de-France. Laetitia, oui. Ça peut, on espère que ça revienne, mais à date, il me semble que malheureusement, il n'y a plus de financement de la GFIP. Oui. On peut passer à la slide suivante. Oui. Simplement, oui, alors, encore, on peut avancer. Là, ça va être des données pour l'Île-de-France, simplement. Je voulais quand même représenter l'idée. Tout à l'heure, je vous ai dit, on finançait 5000 dossiers. Simplement sur les métiers cités, aides-soignants, infirmiers et d'UXP, donc qui sont quand même le cadre de cette présentation. Rien qu'en Ile-de-France, l'année dernière, c'est 505 dossiers financés. C'est 22 719 624 € investis par Transition Pro Ile-de-France dans des projets de reconversion orientant vers les métiers de la santé et plus spécifiquement d'infirmiers, aides-soignants, des choses comme ça. Tout ça pour vous dire, effectivement, tous les dossiers ne sont pas financés. Effectivement, c'est des dossiers qui peuvent être chers, mais ça reste le premier secteur financé par Transition Pro Île-de-France. C'est un secteur où si vous souhaitez vous reconvertir, si vous souhaitez évoluer, vous avez toutes vos chances. Effectivement, peut-être qu'il va falloir mobiliser l'employeur, voir s'il y a des possibilités de cofinancement, mais on finance énormément de dossiers. En termes de profil, bon, c'est des métiers effectivement beaucoup plus féminin, 90% de femmes. En termes d'âge, vous voyez, c'est assez homogène avec quand même 76% entre 30 et 50. Et le panorama de départ des apprenants, ça, on se base sur l'IDCC de l'employeur qui nous permet de voir le pro de rattachement. Mais ce qui est notable, c'est qu'il y a énormément de mobilité interne. Plus de la moitié des dossiers, en fait, ce sont déjà des personnes qui travaillent dans les métiers de la santé. On peut passer à la slide suivante. On en parlait. Le top 3 des formations financées aide-soignant. Aide-soignant à lui seul, c'est 387 dossiers financés en Ile-de-France l'année dernière. Infirmier, on en parlait, hein, c'est des dossiers très chers et pourtant on en finance. Et le troisième, éducateur spé, EduxP, ce sont aussi des dossiers très chers, c'est des dossiers qui durent longtemps. Sur la droite, vous avez la liste des métiers porteurs. Alors là, c'est la liste des métiers porteurs en Ile-de-France. Vous voyez, vous avez aide-soignant, vous avez infirmier, vous avez beaucoup des métiers qu'on a pu citer. Sans trop rentrer dans les détails, un dossier financé par Transition Pro, il se fait sur 2 éléments principaux. Il y a l'élaboration qualitative du projet, ça c'est ce dont on a parlé avant, idéalement accompagné avec un conseiller en évolution professionnelle. Vraiment, on a structuré le dossier, on a résumé son projet, on a donné tous les éléments. Et il y a ces fameux critères de priorité, ces points de priorité dont on parlait. Chaque dossier se voit attribuer une note sur 20 qui va en fait définir l'ordre de passage en commission des dossiers. Le dossier qui a le plus de points, il passera en premier, et ainsi de suite. Plus je passe parmi les premiers dossiers, plus il y a de budget sur la commission, donc plus c'est avantageux. 20 sur 20, ça n'existe pas. 12 points, c'est une note excellentissime. Nous, on dit qu'à partir de 5, 6 points,
un dossier qui a été bien décrit avec toute la partie qualitative, il a toutes les chances d'être financé. Ça pour vous dire que les métiers de la santé, pour beaucoup, vous octroient 3 points de priorité, ne serait-ce que parce qu'ils sont porteurs. Donc après, un accompagnement CEP, c'est un point en plus. Il faut aller grappiller des points à gauche, à droite, mais c'est tout à fait, c'est des métiers qui quand même profitent pour beaucoup des points de priorité, car métier porteur. Oui. Pouvez-vous nous indiquer dans le chat le lien diplômé en santé? Où peut-on trouver une information complète sur les métiers porteurs de la santé? Julie, sur les métiers porteurs, ça peut-être l'OPCO-Santé ou les observatoires de branche. Nous, Transition Pro, on a une liste, comme je vous le disais, c'est une liste, ce sont des listes régionales qui sont issues du croisement des données de recrutement de France Travail avec aussi des outils de prospective sur les besoins futurs des métiers. Donc, ce n'est pas que des métiers en tension. Vous avez ces listes-là, France Travail doit avoir des listes et peut-être que les observatoires de branche peuvent également vous fournir des informations. Voilà. Du coup, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, ça a l'air d'être plutôt bon. S'il y a d'autres questions, je te les pose, Diane. Génial. Merci, Gabriel. Eh bien, justement, Gabriel nous a évoqué le conseil en évolution professionnelle. Justement, ça gravite un point de plus pour votre dossier pour augmenter vos chances de financement. Donc, je vais vous parler du CEP pour être accompagné et surtout sécuriser votre parcours professionnel et votre projet. Alors, donc sans plus attendre, le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? C'est un dispositif qui est totalement gratuit et qui vous permet de travailler sur un projet, donc un projet de reconversion. Là, c'est parce qu'on parle de la reconversion aujourd'hui vers les métiers de la santé, mais pas que. Le CEP peut aussi vous aider à monter en compétences dans votre entreprise, peut aussi vous apporter des informations sur un projet de création d'entreprise, sur un projet emploi. Donc, c'est vraiment très diversifié. Donc, il est destiné à un public salarié et indépendant pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser et mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution pro. Donc, vous avez un site dédié au CEP, c'est www.mon-cep.org. Vous pouvez avoir toutes les informations. Donc, sachez que le CEP est strictement confidentiel. Quand vous faites appel à un CEP, donc c'est la plupart du temps via un numéro vert, chaque région a son numéro vert dédié pour nous contacter. Et donc, vous allez être c'est vous qui choisissez la modalité du rendez-vous, soit c'est en distanciel ou en présentiel. Mais quand on parle de confidentialité, on veut dire par là qu'on n'a aucun contact avec votre employeur. Donc ça, c'est important de le préciser. On a aussi ce rapport de neutralité, dans le sens où on n'a aucun jugement de valeur à porter par rapport à votre situation personnelle et professionnelle. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment vous apporter un accompagnement sur mesure, personnalisé et de proximité pour que vous ressortiez à chaque rendez-vous avec des éclaircissements et d'avoir des choses à faire aussi, c'est important. Gabriel l'a dit également tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on part sur un projet de reconversion, il est impératif en fait de faire des enquêtes métiers et surtout de faire un stage d'immersion qui se nomme une PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel. Sachez que pour faire une PMSMP, il y a un site dédié, si vous ne le connaissez pas, Immersion Facilitée, que je vous conseille, qui est hyper bien fait parce qu'en fait, ça tend justement à démocratiser la PMSMP dans le but d'avoir la convention de stage directement numérisée et dématérialisée. Donc, n'hésitez pas, si vous avez ce projet de reconversion vers les métiers de la santé aujourd'hui et que vous voulez faire une PMSMP, utilisez ce site-là qui est vraiment super. Également, c'est important de faire un laïus sur les différents opérateurs du CEP. Donc, moi, je fais partie d'Avenir Actif. Donc, je vais accompagner un public salarié et indépendant. Mais il n'y a pas que Avenir Actif, en fait, qui délivre le CEP. Il y a également l'APEC pour les cadres, France Travail pour les demandeurs d'emploi. Et également, on a Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap. Et pour les missions locales, on a pour les jeunes de moins de 26 ans. Sachez également l'objectif du CEP. Ça va être quoi?
Donc, ça va vous aider bien sûr à clarifier votre projet, mais je vais vous donner quelques exemples. Donc, on peut vous aider à vous reconvertir, vous apporter toutes les questions, les interrogations et surtout ne rien oublier, surtout si vous devez faire un dossier auprès de Transition Pro. Donc, c'est permettre aux individus de faire ses propres choix professionnels à évoluer, notamment par l'accroissement de ses aptitudes, le développement de ses compétences et l'accès à de nouvelles qualifications professionnelles. On n'y pense pas non plus, mais le CEP peut aussi vous aider à travailler votre entretien professionnel. Donc voilà, ça je le donne aussi à titre informatif. Donc ça permettra, vous savez, c'est quand on voit le graphique, c'est mieux dialoguer avec son employeur. Ensuite, vous avez aussi prendre du recul avec sa situation. Pour des personnes qui ne savent plus où est-ce qu'elles en sont, justement, peut-être qu'elles ont envie de partir vers le domaine de la santé, mais elles n'osent pas, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Ça permettra justement de faire le point et de prendre de la hauteur par rapport à votre situation. On peut aussi vous aider à vous informer sur les opportunités. Juste avoir la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y a sur le marché de l'emploi. C'est notre rôle également. On peut vous aider aussi à évoluer au sein de votre entreprise si vous avez un projet de mobilité interne. Si vous souhaitez vous former aussi sur un logiciel ou sur une technicité dans votre métier, on peut aussi vous accompagner. Si vous avez besoin aussi de travailler la valorisation de vos expériences, de vos compétences, imaginons que vous avez une expérience dans le milieu médical, dans le domaine de la santé, et que vous avez envie d'évoluer vers un autre poste et que vous avez du mal à recenser toutes vos compétences, et bien ça, le CEP pourra être à même de vous aider également. Donc ça, c'est aussi intéressant, surtout que c'est, comme on dit, on ne se connaît jamais assez. Et toute cette introspection sur ses compétences, la connaissance de soi, c'est un exercice vraiment pas simple, mais qui est essentiel pour avancer dans son cheminement professionnel. On va partir aussi sur, par exemple, imaginons un projet de création d'entreprise, devenir entrepreneur. Vous pouvez également faire appel au CEP. Donc ça, on pourra vous donner toutes les étapes. Et notamment, ce qui est important, c'est de savoir comment va mon secteur d'activité aujourd'hui. On pourra également donc vous aider à changer de métier ou de secteur si vous souhaitez notamment partir vers un PTP, un projet de transition pro. Bien valider aussi les différents points. Vous donner vraiment une boîte à outils, s'assurer en fait que votre projet est vraiment viable, fiable et réaliste et réalisable. On va vous aider aussi, si vous le souhaitez, trouver un nouvel emploi. Donc, retravailler les outils de communication, le CV, la lettre de motivation et les techniques d'entretien. Donc voilà, au niveau du questionnement, pourquoi je pourrais faire appel au CEP hors reconversion ou dans le cadre d'une reconversion, bien sûr. Diane, si je me permets, juste avant, deux petites questions. Alors, Marina nous demande qui finance le CEP. Alors, il me semble que d'un opérateur à l'autre, ce n'est pas forcément le même financement. Alors, on est mandaté par France Compétences. C'est un service public qui est totalement gratuit. Donc, c'est l'État qui nous finance, en fait, si c'est peut-être plus clair par rapport à ça. Et le CEP, pour votre gouverne, existe depuis 2014. Il a été renforcé suite à la loi sur la liberté de choisir son avenir pro, la loi Pénicaud, en 2018. J'espère avoir répondu à votre interrogation. Et il y avait une autre petite question, la plus technique. Est-ce que tu sais, Diane, si dans le replay, les participants auront accès au chat? C'est vrai qu'il y a pas mal de liens qui ont été mis dans le chat. Normalement, oui. Hein. En fait, quand on a le replay, on a accès. Déjà, vous avez les slides. Vous pouvez déjà prendre des captures d'écran. Moi, ce que je pourrais aussi vous conseiller, hein, s'il y a des choses qui vous intéressent, prenez déjà des captures d'écran dès aujourd'hui. Et puis, voilà. Et surtout, bien sûr qu'il y a le chat. Hein. Bien sûr, il y a tout. Oui, on a une dernière question de Julie après. Via le CEP, on peut également nous aider pour la mise à jour de nos compétences. Je reviens de 8 ans d'expatriation au Québec. Bien que mes diplômes soient français, je m'informe pour faire une remise à niveau, siège en entreprise ou autre, secteur social, secteur médico-social, merci. Donc, elle demande si le CEP peut l'aider sur la mise à jour de ses compétences. Absolument, c'est vraiment notre rôle de travailler sur la complétude de vos compétences et notamment, on va retravailler sur votre savoir, votre savoir-faire, votre savoir-être, également vos compétences transférables. Donc ça, c'est vraiment des choses que vous pourrez voir aussi avec un CEP. Est-ce qu'il y avait une autre question? Gisèle semble dire non, pas d'accès au chat, au replay. Donc, auquel cas, pour ceux intéressés, je vous invite peut-être à
à prendre les liens, à les garder de côté sur un note, ou parce qu'effectivement, manifestement. Merci Gisèle pour cette info. Parce que c'est vrai que je suis un peu étonnée. Ok. Oui, alors je vous invite à prendre les liens dès aujourd'hui, dès maintenant. Alors, concernant les liens de l'Opco Santé, ils seront directement rattachés au support pour information. Ok. Il n'y a pas de CEP relevant du privé, Sandra Gourjon. Ah bah si, par exemple, Avenir Actif et pour les salariés du privé. Oui, pardon. Oui. C'est pour les salariés de droit privé, pour les indépendants et aussi pour les contractuels de la fonction publique. Donc, quand je dis contractuels de la fonction publique, on n'accompagne pas les fonctionnaires. Donc, type les personnes qui travaillent, exemple, en mairie, dans les hôpitaux privés, si c'est plus parlant. Ils sont non titulaires de la fonction publique. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas. Ça a l'air de... non, on a Eno qui nous suggère pour une prochaine, et c'est vrai, de peut-être plus pousser la présentation des métiers du social avant d'entamer les moyens de s'y reconvertir. C'est vrai que là, le format et le temps nous obligeaient à aller un peu rapidement, mais effectivement, on prend note pour une prochaine présentation de peut-être plus développer encore cette partie sur ces beaux métiers du social et de la santé. Vous avez tout à fait raison. Merci. Oui, on en prend note. Ok. Donc, sachez qu'il y a toujours un premier rendez-vous donc avec un conseiller qui va être réalisé, un rendez-vous de diagnostic pour bien définir vos besoins et vos objectifs et bénéficier d'un conseil adapté à votre demande et à votre besoin et obtenir des informations personnalisées utiles à votre projet. Et par la suite, vous aurez la possibilité de mener des démarches en toute autonomie, si besoin, de reprendre aussi des rendez-vous pour continuer le parcours. Donc, poursuivre l'accompagnement avec le conseiller en sollicitant autant de rendez-vous que nécessaire en fonction des situations. Donc, le CEP est un appui ponctuel ou un accompagnement dans la durée. Donc, ça peut être des rendez-vous donc individuels, ça peut être aussi des ateliers collectifs qu'on peut vous proposer. Il y aura des ressources en ligne aussi pour avancer à votre rythme. On pourra vous mettre aussi en lien avec des experts en fonction de vos besoins. Et la mise en situation professionnelle aussi pour découvrir un secteur, un métier, valider un projet. Également, ça, vous pourrez le voir aussi avec un CEP. Est-ce que vous voyez bien ma slide? Du coup, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller directement donc sur le site www.mon-cep.org. Vous allez sur l'onglet « Je trouve mon conseiller ». Vous cliquez sur votre zone géographique et ensuite, vous allez pouvoir retrouver le site de rattachement pour prendre un rendez-vous. Voilà, au niveau du CEP, ce que j'avais à vous dire et surtout sur les métiers de la santé, pour que vous ayez un maximum d'informations. Je regarde s'il y a d'autres questions du coup. Oui, on a Delphine qui nous demande comment on pourra avoir accès au replay. Vous allez le recevoir dans votre boîte mail. Ah bon, hyper simple. Directement. Effectivement, on a d'autres personnes qui sont venues appuyer la remarque d'Eno sur, pour la prochaine fois, plus insister sur la présentation des métiers, notamment les métiers en tension et sur les besoins. C'est vrai qu'on a... Marion, vous me dites combien de rendez-vous? Alors, en moyenne, on a 7 rendez-vous sur une durée de 12 mois. Mais c'est vraiment, voilà, c'est du cas par cas. Aide-soignante de consultation, si c'est un métier administratif, s'il vous plaît. Aide-soignante de consultation, c'est intéressant. Là, je n'ai pas l'info, mais ça m'intéresse. J'avoue que je regarde. Sachez qu'il ne faut pas hésiter à regarder sur les sites ONICEP, CIDJ, Oriane, je ne sais pas si vous connaissez, pour avoir toutes les informations sur un métier. C'est même la première chose qu'on fait dans un accompagnement. Quand on a un métier qu'on a envie de découvrir et qu'on ne sait pas exactement en quoi ça consiste, je vous invite à aller sur les sites, je vais vous les donner, ONICEP, CIDJ,
Oriane, qui sont vraiment très, très bien faits. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis les liens directement, mais de toute façon, comme vous dites que dans le replay, il n'y a pas les liens, autant vous les donner directement. Non, l'accompagnement est gratuit. On est mandaté par l'État. Et donc, l'accompagnement CP est strictement gratuit et confidentiel. Merci Gisèle, vous êtes super. Vous mettez tous les sites. Les filles de métier. Je vous avais déjà vu mardi dans le cadre du webinaire avec Laetitia Gamrasni. Donc, merci Gisèle, vous êtes toujours présente. C'est hyper agréable. Merci. Et vous avez aussi alors ça va dépendre d'une branche à l'autre ou d'un OPCO à l'autre, mais les observatoires de branche sont des outils aussi hyper intéressants pour découvrir les métiers. Souvent, il y a des vidéos, il y a les tendances en termes de recrutement en fonction des territoires, des choses comme ça. C'est des super appuis s'il faut faire des arbitrages et savoir comment s'orienter. Est-ce qu'une immersion est gratuite ou est-ce que cela prend du temps à mettre en place? Et est-ce que cela prend du temps à mettre en place? Alors, une immersion PMSMP, c'est gratuit. Il faut simplement, Diane, je parle sous Oui, ton tout à contrôle, fait. avoir enfin, c'est pas une attestation, mais c'est j'ai plus le mot. Je vous ai donné le lien justement sur l'immersionfacilité.gouv.fr. Donc, la PMSMP est gratuite, tout à fait, période de mise en situation au milieu professionnel. Si vous êtes salarié, vous continuez à être rémunéré par votre employeur et si vous êtes demandeur d'emploi, vous continuez à percevoir vos indemnités. Mais en soi, donc la PMSMP permet vraiment de découvrir un métier, de s'assurer que le métier vous intéresse. Et je dirais même que la PMSMP est un outil indispensable pour valider un projet. La convention de stage, vous pourrez la retrouver directement sur le site Immersion Facilité, vu que la PMSMP tend à se dématérialiser, surtout à se démocratiser, dans le sens où quand vous allez sur le site Immersion Facilité, vous allez retrouver un certain nombre, il y aura plein d'entreprises en fait, et c'est les entreprises qui volontairement se sont mises sur ce site-là pour justement réaliser une immersion. Ouais, c'est ça. Plateforme, je vous l'ai envoyé, Blandine, si vous l'avez vu. Donc, c'est immersion-facile.beta.gouv.fr. Je l'ai mis juste au-dessus, comme les questions arrivent très, très rapidement. Mais ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant pour découvrir les métiers du social et de la santé. Si vous pensez qu'il n'y a pas eu assez d'infos, vraiment, allez sur le site Oriane, CIDJ, ONICEP, c'est hyper intéressant. Et surtout, j'ai envie de vous dire, faites appel aussi au CEP, parce que nous, on a tous les outils nécessaires pour vous donner de l'information sur les métiers de la santé. Aussi, c'est notre rôle. PMSMP. En congé parental. Si vous êtes salarié, si vous avez la possibilité de vous absenter, après, voilà, c'est... ça me paraît un peu compliqué quand même, en congé parental, vu que vous êtes salarié. Je suis pas certaine. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Parce qu'il faut être disponible. Congé parental et PMSMP. Voilà, en fait, un salarié en congé parental peut effectuer une immersion professionnelle, mais cela nécessite l'accord d'une structure qui peut prescrire des immersions, bien sûr. Et il faut aussi... j'ai regardé, les périodes de mise en situation sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement, y compris pendant le congé parental. Donc, c'est possible. Il faut s'assurer que ce soit accordé par la structure. Voilà, c'est tout. Je vous envoie les infos. Hop, je vous le mets dans le chat. J'ai pas compris, vous dites Mon CEP me l'a conseillé, mais je suis étonnée, j'ai pas tout suivi. C'est Mélanie qui, justement, nous demandait si en congé parental c'était possible. Elle nous demandait s'il y avait une rémunération. Elle disait qu'il n'y a pas de rémunération, c'est bien ça. Et ensuite,
Donc, mon CEP me l'a proposé, donc je suis étonné en vous entendant. Bah, effectivement, j'imagine que votre CEP, Mélanie, vous a invité à faire une PMSMP durant Tout à cette fait. période. Bah, si vous a invité à le faire, manifestement. Bah, donc, c'est OK. Très bien. Ok. Si vous avez besoin de conseils pour un métier, n'hésitez pas. Merci Sabine de proposer. En congé parental, c'est surtout la CAF qui va tiquer car vous êtes censé vous occuper de vos enfants et pourrait couper vos indemnités, il me semble. Wendeline. Effectivement, avoir la période, la durée, mais il faut assurez-vous bien en amont de la possibilité. Ouais, vous ne mettez pas dans une situation difficile. Il faut bien tout cloisonner, moi, j'aurais envie de dire. Voilà, s'assurer que vous êtes bien dans les clous. Est-ce que... Dans quel cas, je regarde... Dans quel cas le CEP peut refuser... Non, ça va trop vite, j'ai pas eu le temps de regarder la question. Dans quel cas le CEP peut refuser une convention? Et là, j'ai pas d'exemple précis quand vous me demandez ça. Non, je vois pas. Là, non, j'ai pas la réponse. Je suis navrée. CEP. En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est aussi voilà, de prendre le temps de nous contacter, d'appeler directement un conseiller en évolution professionnelle pour qu'il puisse aussi répondre à toutes vos interrogations. Nous, on essaie d'y répondre du mieux qu'on peut aujourd'hui, mais c'est quand même les conseillers en évolution pro qui pourront vous apporter vraiment toutes les informations utiles et toutes les réponses. Est-ce que je vois quelque chose? Donc, je vous donne les liens aussi utiles pour avoir toutes les informations. Donc, il y a Avenir Actif et il y a mon-CEP. Comme ça, vous avez tout. Je vous donne les liens. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Non, ça a l'air d'être bon. Ok. Je me suis trompée, j'ai été trop vite, excusez-moi. Je la refais. Voilà. C'est www.mon-cep.org. Et ben, on est pile poil dans les temps. On vient de finir. Il est 11h. On a essayé de répondre du mieux qu'on pouvait à toutes vos questions qui sont intéressantes. J'aime beaucoup, moi, j'avoue, le questionnement. Donc, voilà, vraiment, on a bien pris en compte aussi vos remarques. Donc, et on vous remercie de votre participation active. C'était très agréable. Et puis, écoutez, une prochaine fois avec toutes les recommandations. Merci beaucoup. Merci.